bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Benjamin Génie, je suis le directeur de la formation continue de l'école de l'EN3S et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Alors j'en profite bien entendu pour vous adresser et vous présenter mes meilleurs vœux toutes et à tous. On va en avoir bien besoin en 2026 d'énergie et c'est justement tout l'objectif de ce premier webinaire, c'est de revenir sur deux formations et dispositifs que porte l'école avec nos partenaires consultants, la facilitation et le co-développement. Et on va essayer, et elles vont essayer et le réussir, de vous montrer à la fois la singularité de chaque démarche, facilitation plutôt voilà, de tourner autour de l'intelligence collective et de la mobilisation des forces d'intelligence collective, co-développement plutôt tourné vers l'échange entre pairs, l'échange de pratiques et la co-construction de solutions, mais aussi les liens, les passerelles qu'il peut y avoir entre ces deux dispositifs, ces deux méthodologies. Avant de leur passer la parole et de les présenter, bien sûr, j'en profite pour vous rappeler quand même quelque chose de très important. S'il y a notamment des responsables RH derrière l'écran chargés de formation, vous devez le savoir puisque vous avez peut-être vu le webinaire qu'on a pu faire avec Lucans. Mais il y a cette année, il faut vraiment en profiter des fonds issus de la subrogation relativement importants à disposition. Et la formation facilitation, développer la facilitation, est subrogée à 100% cette année sur la partie initiation. Voilà, donc c'est un atout en plus et un moment en plus pour y aller. Tout ce qui est pratique, tout ce qui est échange avec les intervenants, parce que l'idée c'est que ce soit interactif. Vous connaissez le format, vous avez les questions-réponses, vous pouvez les publier sur le chat et puis on y répondra plutôt à la fin. Et puis bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas pu être là, vous aurez un replay que vous pourrez recevoir à tous ceux qui se sont inscrits, ou vous pourrez relayer. Et puis on vous demandera bien sûr d'évaluer le webinaire. Alors, pour revenir à nos présentateurs et à nos présentatrices, en l'occurrence, j'ai d'un côté Aurélie Acan, facilitatrice en intelligence collective, qui nous accompagne à l'EN3S sur le co-développement depuis de nombreuses années avec des groupes à la fois d'agents de direction, de cadres, de chargés de projet. Hein. Elle a, je pense, vu tous les formats. Et elle est issue d'une société, de sa société qui s'appelle Work and Smile. Et nous avons également, avec qui nous travaillons aussi depuis de nombreuses années dans différents formats, et là sur la partie facilitation, le cabinet Nicomac et Ariane Mansour qui le représente aujourd'hui. Voilà, le lien est fait avec mes deux chefs de formation préférés de l'E3S, puisque les autres ne sont pas là, donc ils ne le sauront pas. Nabia Aourir et Béatrice Goujon qui vont reprendre la main. Béatrice, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Tout à fait. Merci à Benjamin. Alors, avant de laisser la parole justement à nos intervenantes, on va vous solliciter quelques instants pour un quiz. Vous avez devant vous un QR code que nous allons vous inviter à scanner et nous attendons de vous que vous répondiez à une question toute simple. Qu'est-ce que pour vous la facilitation? Et cette réponse doit se faire en un mot. C'est-à-dire en un mot, qu'est-ce que pour vous la facilitation? Voilà. Donc, on vous invite à scanner le code et à répondre. Plus vous serez nombreux, plus l'exercice sera intéressant. Donc, on compte sur votre participation. Voilà, donc on va pouvoir accéder aux résultats. Peut-être revenir sur le QR code quand même, pour ceux qui auraient eu un smartphone à aller chercher, comme c'est mon cas, je n'ai pas eu le temps de me connecter. Voilà, merci.
Voilà, je pense qu'on peut peut-être Revenir au nuage de mots, oui. maintenant afficher le nuage. Vous êtes actif, c'est bien, merci. Merveilleux. Alors, vous pouvez le commenter en direct par la suite. Oui, Je ne sais alors, pas si c'est le fait de voir un mot qui apparaît qui fait oui, qu'on le alors c'est remet en avant. intéressant parce qu'effectivement, de ce nuage de mots, on voit clairement qu'il y a, j'allais dire, 3-4 mots qui sont en exergue, hein, qui émanent de ce nuage, qui sont alors le plus effectivement fort, c'est l'accompagnement, mais on a également les termes de collaboration, de co-construction, d'intelligence collective, de communication. Donc, Ariane, puisque ce module vous appartient, que pensez-vous de ces mots et quelle est en fait votre propre définition de la facilitation? Merci Béatrice et merci beaucoup Benjamin également pour l'organisation de ce webinaire. Alors oui, effectivement, enfin tous ces mots me parlent beaucoup. J'ai même vu le mot de maïeutique apparaître, voilà, à un endroit, voilà, cet art de faire accoucher les idées. Effectivement, enfin, je pense que vous avez bien en tête ce qu'on peut entendre par facilitation. L'idée, c'est effectivement de un peu conduire un groupe, de faciliter la collaboration et la communication au sein d'un groupe pour, voilà, pour pouvoir arriver à de la co-construction, créer des solutions ensemble. Et je vois aussi des mots qui viennent un petit peu cette posture de facilitateur dont on va parler aussi, un peu voilà, régulateur, de soutenir, de mettre un cadre aussi dans les ateliers. Donc, ouais, plein de choses extrêmement intéressantes pour finalement voilà, des méthodes de facilitation pour réussir, via l'intelligence collective, à arriver à des solutions en co-construction avec un groupe donné. Et puis, on va pouvoir voilà, détailler un petit peu tout ça juste après. Merci Ariane. Et d'ailleurs, Ariane, quels sont les objectifs en fait d'une séance de facilitation? Donc, il y a voilà, autant d'objectifs que de séances, j'ai envie de dire. Et ça peut être vraiment enfin, voilà, des choses extrêmement multiples. L'idée, enfin voilà, souvent ce qu'on décrit, c'est que il y a finalement le curseur de arriver à un livrable et puis arriver à construire ensemble. Et donc, suivant aussi l'objectif, si c'est de créer une dynamique de groupe, on va peut-être davantage s'intéresser à justement à cet aspect co-construction et peut-être à avoir un livrable peut-être moins abouti. Si c'est résoudre un problème, on va peut-être mettre le curseur un petit peu plus sur le livrable et être un petit peu plus directif aussi dans des séances de facilitation de co-construction. Mais ce qui est extrêmement important, en tout cas sur cette question des objectifs, c'est que ce soit effectivement extrêmement clair aussi pour le facilitateur, pour les parties prenantes en fait de cette séquence. Et souvent, on commence aussi par ça, par créer le groupe et puis à poser le cadre, à poser aussi les objectifs de cette séquence pour être sûr que tout le monde soit aussi sur la même longueur d'onde, que les règles du jeu soient bien données, soient bien écrites, soient bien comprises et acceptées par tous, et qu'on sache effectivement vers où on va et quel est l'objectif assez précis auquel on souhaite répondre. Donc voilà, 1 plus 1 égale 3, ouais, comme on peut le voir sur la slide. L'idée, c'est aussi que la somme des intelligences individuelles et grâce à l'intelligence collective est plus grande en fait que juste, voilà, ça ne fait pas 2, ça fait 3. Donc, pas mal d'objectifs qui peuvent être assez divers et on va le voir, il y a plein de raisons pour lesquelles on aurait besoin de réaliser des séances de facilitation. Alors justement, oui, dans quel contexte en fait devons-nous faire appel à la facilitation? Oui, alors il y a vraiment ce côté, effectivement, enfin, c'est un investissement, hein, bien sûr, de se dire on va faire un atelier de facilitation, on va dégager du temps à ces équipes pour aller faire peut-être des brainstorming ensemble. On va parler du co-développement aussi juste après. Voilà, donc, ça peut être via des temps de réunion, on a envie de travailler sur des problématiques particulières. Il y a un peu ce côté aussi, quand on parle de posture de facilitateur, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui soit pas concerné, qui aille pas directement apporter des idées, mais qui soit là aussi pour pouvoir prendre du recul, apporter une méthodologie au groupe.
Et souvent, voilà, pour des situations à enjeux complexes qui ont besoin un petit peu d'étapes assez structurées, pour arriver à avoir en fait des réunions aussi qui sont impactantes, où on se sent apporter une valeur ajoutée et on arrive en fait à justement eh ben, voilà, à faire en sorte que la communication soit constructive et on arrive à cheminer ensemble vers un objectif commun. Et donc, voilà, il y a plein d'exemples, effectivement, travailler une raison d'être de service, travailler à l'élaboration peut-être d'une nouvelle stratégie pour l'année. Évidemment, c'est des techniques qui sont extrêmement utilisées pour tout ce qui est animation de séminaire, hein, puis on est en début d'année, donc ça peut être aussi des choses qui se mettent en place dans vos organismes respectifs. Penser aussi le changement ensemble, comment est-ce qu'on peut se réorganiser, comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que chacun exprime voilà, ses doutes, ses besoins et de faire ça de façon constructive. Et Dieu sait qu'il y a des sujets, bien entendu, aujourd'hui de réorganisation et beaucoup d'initiatives aussi qui nécessitent la co-création dans ce contexte-là. Et voilà, et ça permet aussi sur un projet complexe, de finalement pouvoir rassembler différentes parties prenantes autour d'une table et d'être capable de parler, de prendre des décisions. Souvent, on parle voilà, de process plutôt de divergence, on va du coup générer plein d'idées, etc. C'est ce qu'on a en tête via les ateliers de brainstorming, mais c'est aussi des méthodes qui permettent d'arriver à prioriser, à prendre des décisions ensemble et arriver de façon conjointe à construire un projet. Donc, plein de façons différentes d'utiliser tout ça. Et alors, comment distingue-t-on un bon facilitateur? Qu'est-ce Ah! qui fait voilà, qu'on devient un bon facilitateur? Qu'est-ce qui donne, ouais, qu'est-ce qui caractérise un peu un bon facilitateur? Je pense que derrière cette notion de bon facilitateur, il y a cette notion un petit peu déjà, enfin, voilà, c'est bien de, justement, je disais, de se mettre un petit peu en retrait aussi par rapport au sujet donné, d'être plutôt là pour poser le cadre, la confiance, assurer l'équité de parole. C'est dans la posture de facilitateur, on parle souvent un petit peu de posture basse, posture haute, posture basse, c'est-à-dire que, voilà, c'est le collectif, en fait, qui a la compétence, qui a les connaissances, et le facilitateur est là pour accompagner les gens à pouvoir justement sortir un petit peu leurs idées, leur potentiel, etc. Et n'est pas là avec une posture de sachant, comme ça peut être le cas voilà, quand on donne des formations, par exemple. Euh, il y a aussi ce côté gardien du temps des process, donc parfois il va être aussi là pour remettre le cadre justement, faire en sorte qu'on ne parte pas dans des débats inutiles entre guillemets, mais en tout cas qui ne font pas partie du cadre qu'on a posé. On reste focus aussi sur l'objectif et les livrables, et c'est le facilitateur qui va être aussi capable de faire justement un petit peu de prendre la décision sur est-ce que je laisse le groupe s'exprimer et peut-être que j'aurai des livrables moins aboutis, mais en même temps c'est important d'avoir cette construction du groupe, ou bien il faut que je les drive un petit peu plus pour arriver à quelque chose d'abouti. Il y a bien sûr toute une boîte à outils hein, qu'on peut avoir, et c'est ce qu'on va aussi voir dans les formations sur la posture des facilitateurs, sur les techniques justement d'intelligence collective qu'on peut avoir. On parle aussi beaucoup de post-it. Je sais que certains en ont marre des réunions avec post-it, mais voilà, le post-it a son utilité. Ne négligeons pas l'intérêt du post-it. Et l'idée, c'est aussi, voilà, c'est aussi de pouvoir, quand on parle d'arriver à des solutions créatives, c'est aussi de proposer des techniques d'animation, des techniques d'intelligence collective qui permettent de réfléchir un petit peu autrement, de mettre aussi les participants dans une dynamique de co-création, d'idéation dès le début d'atelier. Donc voilà, il y a à la fois bien sûr toujours du savoir-être, d'être assez humble par rapport au fait que ce sont les participants qui ont la réponse et que nous, voilà, on est plutôt en soutien. Et à la fois, pas mal de compétences aussi techniques sur ces outils, sur ces méthodes. Et on va aussi travailler, voilà, tout ça pendant les formations qu'on peut donner sur la thématique. Très bien. Merci Ariane. Et alors du coup, vous déployez deux modules de formation sur la facilitation à deux niveaux, un niveau d'initiation et un niveau de perfectionnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, tout à fait. Donc c'est une formation voilà qu'on donne depuis du coup un marché qu'on a débuté l'année dernière avec le N3S. Donc aujourd'hui voilà il y a cette formation plutôt initiation.
à la formation, à la posture des facilitateurs initiation. L'idée, c'est, voilà, si vous n'avez pas encore animé un peu ce type de journée, si ça vous intéresse, si vous souhaitez acquérir les bases et commencer justement à monter en compétence sur cette thématique, c'est une formation qui est vraiment adaptée par rapport à ce type de public. Et ensuite, pour aller plus loin, effectivement, on a aussi du coup, un format plutôt tourné perfectionnement, où là, l'idée, c'est aussi de venir animer un groupe qui peut-être a déjà des retours d'expérience, enfin, qui a déjà des retours d'expérience sur justement de la facilitation de groupe, l'animation d'ateliers, la conduite de réunion, l'animation de séminaires ou ce genre de choses. Et l'idée, c'est de venir peut-être acquérir de nouvelles méthodes. On a parlé aussi pas mal de design thinking, venir vraiment animer et puis avoir aussi le regard des pairs sur sa posture, sur ses facultés d'animation, etc. Donc voilà, c'est deux formations aussi qui peuvent être complémentaires, faire l'une sur une année et puis l'année prochaine pouvoir faire la deuxième. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on propose en inter dans le catalogue de l'EN3S et qui peut être intéressant aussi pour des projets intra, aussi peut-être pour pouvoir déployer une culture aussi de l'intelligence collective parmi les managers ou parmi des personnes, des chefs de projet aussi qui travaillent sur des projets transverses et qui auraient besoin d'acquérir ces compétences. Donc, euh, donc voilà, il y a tout un programme à aller regarder et on est aussi à votre disposition si vous avez des questions un peu plus précises là-dessus. Merci beaucoup, Ariane. Alors maintenant, je vais laisser la main et la parole à donc Nabila et à notre deuxième intervenante Aurélie sur le thème du co-développement. Oui, merci Béatrice. Effectivement, on va passer à cette partie de co-développement et on va garder le même principe qu'on a fait pour la facilitation. Je vous invite à scanner le code QR pour répondre à notre question. En un mot, qu'est-ce que pour vous le co-développement? Donc là, on voit qu'il y a pas mal de réponses et le mot partage qui revient beaucoup. Partage, solution, collectif. Merci pour ces réponses. On voit bien les mots partage, collectif qui reviennent, entraide. Aurélie, qu'en pensez-vous de ces réponses? Et selon vous, qu'est-ce qui caractérise une démarche de co-développement? Eh bien, bonjour, à toutes et à tous. Je dirais que c'est un excellent choix, ce mot «partage», qui est au centre, puisque le co-développement, c'est, vraiment, un espace d'entraide où on vient, partager avec des pairs, des situations réelles, plutôt d'actualité et donc on vient, essayer de progresser ensemble, pour, dénouer des situations. On vient réfléchir aussi à sa pratique professionnelle, à sa posture de dirigeant. Donc un espace vraiment, d'apprentissage, qui est ancré dans le réel. C'est souvent, en tout cas ce que j'entends, hein, des participants, c'est que c'est un espace rare, précieux, où on vient respirer, on vient prendre du recul et penser autrement avec les collègues, ses décisions, ses projets.
Voilà globalement, en tout cas, ce que je pourrais dire en introduction sur le co-développement. Qu'est-ce qui le caractérise? Peut-être d'abord le fait qu'on ne vient pas chercher des recettes toutes faites quand on décide de rejoindre un groupe de co-développement. On n'a pas un expert qui sait. Vraiment, on va plutôt réfléchir ensemble, penser ensemble, entre pairs, avec des personnes qui vivent des réalités proches et le tout dans un espace sécurisé où on peut aussi poser ses valises et se laisser un petit peu porter par l'intelligence collective. Donc, c'est un espace de réflexivité et aussi de ressourcement. Et ça permet de sortir pendant quelques heures aussi de cette spirale de l'action dans laquelle le système vous entraîne souvent. Donc, on grandit au contact des autres dans un groupe de codev et on s'enrichit, on enrichit sa propre expérience de celle de ses collègues, de ses pairs. Très bien, merci. Et donc concrètement, qu'est-ce que les participants retirent de ces ateliers de co-développement? Alors, les bénéfices sont très concrets. D'abord, en tout cas dans les feedbacks qu'on peut avoir des participants, c'est on se sent moins seul, puisque il y a vraiment cet esprit de communauté qui est central. On appartient à un cercle de confiance où on peut livrer des situations sans jugement. Euh, on repart avec des pistes concrètes à déployer. Ça, c'est très important dans le codev. Ce qu'on pourrait dire aussi avec des idées nouvelles à expérimenter. Et puis à nouveau, je reviens sur cette idée de la prise de hauteur, le petit pas de côté, voilà, sur sa posture, sur sa pratique managériale. Et ça permet généralement peut-être de décider et d'agir avec un peu plus de lucidité ou de sérénité, si j'ose dire. Ça permet aussi de développer des compétences, bien sûr, relationnelles. Alors, tout à l'heure, Ariane en parlait, mais des soft skills comme la qualité d'écoute. On vient travailler vraiment l'art du questionnement ou cette capacité d'avoir une analyse un peu méta sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Euh, et puis, ça permet peut-être aussi, en dernière intention, de se questionner sur sa manière de fonctionner dans un collectif. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent relevé de la part des participants qui travaillent, qui se mobilisent donc dans le cadre de cette intelligence collective à travers la modalité CODEV. Merci beaucoup. On voit bien l'intérêt des participants. Et du coup, dans quel contexte ou situation professionnelle le co-développement vous semble le plus particulièrement pertinent? Peut-être tout ce qui relève des zones grises, ou en tout cas pour tous les sujets qui n'ont pas de réponse binaire, noir, blanc, voilà, ce serait, puisque c'est vraiment dans cet espace stratégique, on vient poser donc des sujets réels autour de situations complexes, de problématiques transversales, des situations managériales dans lesquelles on se sent un petit peu en prise, on a l'impression de tourner en rond. On évoque aussi des sujets souvent sensibles. Voilà, donc c'est vraiment dans des contextes dits complexes. Mm. Et en fait, le principe peut-être qu'il faudrait retenir, c'est que le groupe, c'est une sorte de laboratoire où on vient explorer des options face à des réalités du terrain. On éclaire aussi
des angles morts, parce que parfois on est tellement impacté par une situation qu'on n'est plus forcément seul capable de voir les choses à 360 degrés. Donc les pairs vont aider à faire ça. Et puis ça permet aussi parfois tout simplement de se conforter hein, sur son chemin, de sécuriser ses décisions avant de passer à l'action. Merci beaucoup pour ces éclairages. Donc, pour que l'on puisse se projeter un peu sur notre offre, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement comment se déroule un atelier de co-développement? Peut-être d'abord vous dire qu'il s'agit d'un cycle. On s'engage sur plusieurs ateliers, hein. Généralement, c'est 3 jours. Ça permet à chacun d'expérimenter la posture de porteur de sujet. Et chaque atelier va suivre un cadre bien précis, une méthodologie, un processus. Mais peut-être ce que j'aurais envie de souligner avec vous, c'est d'abord l'état d'esprit qui se joue dans un groupe de co-développement, parce que c'est d'abord et avant tout une expérience apprenante avant d'être une méthode simple et puissante. Et puis, le déroulé, donc simplement, il y a une personne qui arrive avec une situation réelle. On fait une petite. En fait, tout le monde arrive avec des situations à explorer. Et puis, le groupe va sélectionner un sujet qu'il va ensuite aller analyser à travers écoute, questionnement, partage de points de vue, partage d'expérience. Et le rôle du facilitateur pour faire un écho à la facilitation, hein, puisqu'on est aussi dans ce webinaire sur quels sont les liens entre les deux. C'est vrai que le facilitateur, il va être gardien du cadre, un cadre de confiance, de confort, et notamment, on va s'engager hein, chacun à la confidentialité. Tout ce qui se pratique dans un groupe de codev appartient au groupe et seulement au groupe. On va veiller à la qualité des échanges, à l'équilibre aussi des temps de parole. Et puis, à la fin de l'atelier, en principe, le porteur de sujet repart avec un petit plan d'action, une vision en tout cas plus claire du sujet, de la situation. Il repart avec des options. Et puis, chacun repart aussi hein, avec, on va dire, enrichi du sujet. Très bien, merci beaucoup. Donc, sur les formats, donc on propose en inter catalogue et en intra sur mesure. Donc, C'est ça, donc généralement, on se voit une première fois pour créer le lien dans le groupe, et on commence tout de suite à expérimenter sur le premier jour. Et puis ensuite, on va avec un temps d'intercession hein, qui permet aussi à la personne qui a apporté le sujet de mettre en œuvre, puisque la fois suivante, à l'atelier suivant, on va faire un petit retour aussi au groupe sur ce qu'on a eu envie de faire, ce qu'on a expérimenté, ce qui a bien marché, pas marché. Et donc, ce cycle dure 3 jours. merci. Donc, merci pour toutes ces précisions. Je repasse la parole à Béatrice. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, écoutez, en fait, comme le titre en fait, de notre webinaire le stipule, notre webinaire, c'est Facilitation éco-développement, un duo gagnant. Nous sommes profondément convaincus de la complémentarité de ces deux modules. Ariane, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, là, justement, ces deux modules de facilitation éco-développement se renforcent mutuellement? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, ce qui est intéressant avec ces deux modules, enfin, vous l'avez compris, évidemment, le co-développement, c'est un outil de facilitation. Et donc, ça peut être très intéressant, effectivement, d'avoir cette posture de facilitateur et cette connaissance du co-développement pour ensuite aussi pouvoir animer des groupes de codev et peut-être, voilà, aussi lancer ces démarches au sein de votre organisme par la suite. Voilà, grâce à justement cette posture de facilitation.
facilitateurs qu'on aura pu aussi travailler. Et puis, je pense aussi que pour des gens qui sont dans ces postures justement d'animation, de groupe, de réunion, de gestion de projet multipartenarial, d'animation de collectif, etc. Eh bien, ces espaces notamment de co-développement et voilà, ce format co-dev peut aussi permettre d'avoir des apports du groupe, d'avoir des apports des pairs et de venir aussi peut-être améliorer sa pratique grâce aussi au format Codev qui permet voilà, de capitaliser aussi sur l'apprentissage de chacun et puis d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir s'améliorer et peut-être voilà, aussi résoudre des problématiques qu'on aurait eues dans des ateliers et autres qui se seraient peut-être moins bien passés. Donc, on se questionnait effectivement sur est-ce qu'il vaut mieux commencer par le codec, commencer par la facilitation. Je pense que les deux ont complètement ont complètement leur sens. Mais en tout cas, voilà, grâce aussi à des formations sur des postures de facilitateurs, ça permet d'être encore plus à l'aise si ensuite on souhaite mener aussi ces ateliers et lancer des démarches telles que le co-développement dans vos organismes respectifs avec vos collectifs de managers, par exemple. Merci Ariane. Moi, j'ai une petite question pour Aurélie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points communs dans vos postures d'animateur? Ah, nous avons perdu. Non, Aurélie, on ne vous entend pas. Oui, pardon, j'avais un petit décrochage de connexion. Les points communs dans nos postures d'animateurs, ils sont nombreux, puisque on va retrouver bien sûr la confiance dans le collectif. Tout à l'heure, Ariane évoquait la posture de neutralité, c'est-à-dire on n'est pas expert sur le fond, sur le sujet quand on est facilitateur. On laisse pleinement la place au groupe, hein, qui lui va avoir une posture d'expert sur le sujet. Donc, je dirais la confiance dans le collectif. Ensuite, bien sûr, cette posture non prescriptive qui fait écho, hein, à cette confiance. Et puis, tout ce qui relève des soft skills qu'on pourrait relier aussi au coaching, hein, la valeur du questionnement, la valeur de l'écoute. Euh, voilà, trois en tout cas parmi tant d'autres qu'on pourrait relever en tant que point commun. Merci beaucoup. Benjamin, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, je l'avais dit en introduction, il y a toute une partie pratique. Donc déjà, j'en remets une couche, mais quand même, le contexte n'est pas forcément évident au niveau financier. On ne sait pas quelle sauce on sera mangé en 2027, notamment surtout sur les nouvelles coches des organismes de sécurité sociale qui vont démarrer là, qui vont être en cours de négociation cette année, 2027-2032. Donc, alors on n'a pas malheureusement pu tout obtenir en termes de subrogation, mais développer sa posture de facilitateur et initiation, elle l'est celle-là. Voilà, ce qui m'amène, donc là vous avez les dates, vous retrouverez de toute façon, c'est sur notre site, hein, de la formation professionnelle, mais vous connaissez bien les modes de fonctionnement ça se passe. Elle est aussi subrogée et ça vaut pour l'ensemble de ces dispositifs en inter, mais en intra aussi, hein, vous pouvez. Ariane fera le tour de France, outre-mer compris, parce que je sais que les outre-mer sont souvent à notre On a écoute. Et là, l'habitude. pour eux, voilà, c'est plus simple c'est beaucoup, enfin voilà, plus simple et plus économique et aussi parfois plus stimulant de faire venir chez eux les formateurs, même s'ils peuvent se déplacer dans l'Hexagone aussi, mais voilà, ça a d'autres implications. Donc, vous avez les offres ici, vous retrouverez aussi ça dans le replay, puis dans le questionnaire d'évaluation. Je voulais amorcer, alors j'ai essayé de le faire parce qu'il n'y a pas énormément de questions, mais bon, c'est que ça doit être extrêmement clair et précis. La pompe des questions. Déjà, peut-être avant de revenir à. J'avais une question vraiment toute simple, ça a peut-être été déjà un peu abordé, mais sur la facilitation notamment, initiation, perfectionnement, c'est un peu toujours les mêmes questions, hein. Où est-ce qu'on met le curseur? Voilà, parce que je ne sais pas s'il y a dans la facilitation, comme ça a pu se développer beaucoup dans le coaching, mais s'il y a des sortes de formations plus longues, de certifications autres,
Où là, peut-être Mm. quelqu'un se dirait, bon, moi j'ai déjà fait ça, et forcément je vais aller dans le module perfectionnement. Mais si c'est que de la pratique interne, voilà. Est-ce que j'ai intérêt à quand même passer par l'étape initiation et ensuite enchaîner avec le module perfectionnement? Bah, c'est une bonne question, effectivement. Voilà, aujourd'hui, si on a déjà une certification de coach ou autre, on va plutôt aller vers le format perfectionnement, bien sûr. Mais effectivement, alors si on a déjà animé des choses en interne, mais qu'on n'a peut-être jamais eu de formation sur le sujet, et du coup, on a envie de revenir peut-être un petit peu aux bases et qu'on a appris sur le tas, etc. euh, Bien sûr que ça peut être utile de repasser par l'initiation. Mais finalement, je pense que voilà, l'idée d'avoir eu ces deux sessions aussi, d'avoir ces deux formats, c'est de se dire sur le perfectionnement, c'est là où vous pouvez avoir peut-être prendre enfin, prendre un peu de recul sur vos pratiques, venir aussi avoir un collectif de gens qui sont plus expérimentés et on pourra aussi se challenger mutuellement. Et puis voilà, surtout pouvoir aussi animer un collectif. Donc voilà, si ça peut aider à se dire vers quoi je me dirige, ce serait plutôt ça. C'est voilà, est-ce que vous avez envie de revenir comme si vous étiez vraiment novice et repartir un petit peu du B à bas, ou bien d'être plutôt avec des gens qui ont déjà de l'expérience et de venir aussi se nourrir de ça. C'est là où ça vous sera, enfin, ce qui compte vraiment, c'est là où c'est le plus utile pour moi, pour l'apprenant, outre que d'avoir peut-être déjà eu tel ou tel certif. Très bien, merci beaucoup. Béatrice, Nalia, vous n'hésitez pas, non, si vous avez aussi, vous, des questions qui ont émergé. Ou Aurélie aussi, peut-être entre consultantes, ça a pu susciter soit des réactions, soit des questions. Je reste, après, je repasserai sur le co-développement. Dans l'aspect facilitation, moi, une question aussi qui a déjà été abordée, hein, que j'aimerais bien qu'on puisse peut-être Mhm. creuser, c'est aussi dans tous les usages internes. Enfin, je me mets à la Oui, place d'un manager, je sais pas, stratégique ou d'un agent de direction qui se ouais, dit, OK, j'investis dans de la formation pour mon manager ou mon cadre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut, parce que ça reste des formations courtes, hein, ce qu'on présente là. bien sûr. Donc voilà, qu'est-ce que je peux en attendre en retour dans l'animation? C'est-à-dire, allez, je vais pousser un peu le bouchon. Est-ce que je vais lui dire, bah, tu as suivi les 2 formations N3S, maintenant, je te confie l'animation de notre séminaire de caisse, et tu vas, avec des collègues, animer tous les ateliers. Et voilà, c'est plutôt dans voilà, le retour sur investissement et À quel point, ouais, ouais, voilà, à quel point est-ce qu'on peut du coup lancer quelqu'un dans la gueule du loup c'est ça. si tu as deux genres de facilitation? Bah, ce que je dirais, c'est que enfin, je pense que ça peut être utile en tout cas enfin, pour des managers qui suivent ces formations, c'est de se dire aussi comment est-ce que j'anime mon équipe au quotidien peut-être autrement, comment est-ce que j'arrive à créer de la motivation aussi via peut-être plus de co-construction aussi dans nos temps d'échange, dans nos temps de réflexion, etc. Je pense que si on a peut-être une petite équipe de managers qui est formée sur ces 2 jours en initiation, eh bien, on a aussi des outils assez concrets et acquis pas mal de choses pour animer des ateliers qui peuvent être très intéressants sur un séminaire. Voilà, après, peut-être que la gestion de grands groupes, etc., ce sera peut-être un petit peu trop, mais n'empêche que ça donne quand même des bases qui sont intéressantes. Après, tout dépend aussi de l'appétence et de l'aisance aussi de chacun, bien sûr, sur ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse sortir de cette formation en ayant des outils concrets, en étant capable aussi d'animer des temps d'intelligence collective qui peuvent répondre à des objectifs. Et l'idée, c'est aussi enfin, c'est encore plus intéressant quand on vient, bien sûr, dans la formation avec déjà un petit peu ces projets-là, puisque ça va nous permettre pendant ces 2 jours, ben, aussi de réfléchir à peut-être comment on s'y prendrait pour mener à bien ces ateliers, ces séminaires et d'avoir l'apport du formateur là-dessus. Et je tiens aussi à dire que bah, c'est 2 jours de formation, bien sûr, mais nous, on a aussi des formateurs voilà, où il faut pas hésiter, même derrière, à rester en contact et à pouvoir poser des petites questions. Enfin voilà, il y a aussi ce côté, on vous lâche dans la nature, mais on serait très heureux, on appelle ça un peu le service après mission, de pouvoir aussi, s'il y a encore des interrogations, des choses pas claires, voilà. De pouvoir rester en backup si jamais, parce que, et en fait, c'est ça aussi qu'on adore, c'est quand on se sert bien sûr des outils qu'on donne en formation par la suite, quoi.
Très bien, très clair. Merci beaucoup. Et je réponds, mais vous me complétez aussi à la question qui est apparue sur les formations aboutissent-elles à une certification? Après, on passe aux questions par rapport au co-développement. Mais donc, pour ces formations courtes-là, non. Il n'y a pas de certification. Après, les formations certifiantes en matière notamment de facilitation, voilà, il faut s'engager sur des cycles plus longs. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Alors, c'est toujours pareil, il faut aller un peu, j'imagine, chercher, s'orienter dans le maquis des offres pour trouver des choses quand même solides. Voilà, peut-être vous avez, si on voulait aller faire des choses plus longues, vous avez peut-être, Ariane, des choses à recommander. Oui, alors, enfin, mais j'ai peut-être prêché pour ma paroisse, qui est pas trop le but ici, mais nous, c'est vrai qu'au sein du cabinet Nicomac, on a une formation certifiante qui est éligible au CPF aussi sur manager en intelligence collective, qui elle va durer 4 jours avec une certification. Il y a des formations aussi si on s'oriente plutôt sur des formats coach, etc., qui peuvent exister et qui sont là des formations un petit peu plus poussées de plusieurs mois. Voilà, oui, on a des collègues qui suivent ça aussi. Mais après, voilà, enfin, finalement, il y a une question de durée, mais il y a une question aussi bien sûr, de format de la formation, ou même vous n'êtes pas obligé de partir sur forcément des formations qui vont durer des semaines avec des mémoires rédigés, etc. Ça peut être aussi sur des formations à partir de 4 jours. On est capable d'avoir des choses qui peuvent être certifiantes dans certains cas. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller faire aussi vos recherches là-dessus, parce qu'il y a plein de choses qui existent et plein d'autres organismes aussi, bien sûr. Très bien, merci. Et je dirais aussi en complément que la formation, c'est à la fois un booster parce qu'on prend un petit temps, un pas de recul, mais il faut surtout pratiquer derrière. Donc c'est ça Oui, le c'est plus ça. difficile. Donc, c'est-à-dire, Exactement. quelle que soit la durée d'ailleurs, voilà, faut arriver à trouver. Mais c'est vrai que tant pour le codef que pour la facilitation, c'est des domaines où c'est peut-être plus aisé de revenir dans son organisme et de le mettre en pratique relativement rapidement. Alors, on en arrive à des questions plus orientées vers le codev. Euh, alors, première question qui vient d'être posée sur est-ce que les formations en facilitation sont complémentaires à ma certification en codev via le SEC Codev, c'est ce Codev. Donc là, c'est plus, on revient sur plutôt, cette personne est déjà une certification en co-développement. Et voilà, ben, on revient à la question de la complémentarité. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est plutôt pour encore Aurélie, là. Pardon, Ariane plutôt. Oui, alors, enfin, je dirais que du coup, si vous êtes certifié Codem, j'imagine, enfin, comme l'a dit Aurélie aussi, il y a pas mal de choses dans la formation que vous avez pu faire pour obtenir cette certification, où vous avez, bah, voilà, eu pas mal d'apports sur ces notions de facilitation, de posture, etc. Donc là, je dirais plutôt sur la formation en perfectionnement, où du coup, peut-être qu'on irait aussi chercher d'autres outils d'intelligence collective pour aller aussi sur d'autres formats, type idéation, type animation de séminaires, type création d'idées, prototypage, etc. Donc voilà, qui permettrait aussi de voir, du coup, se servir de finalement ces soft skills que vous avez déjà pu avoir grâce à votre certification en Codev, et pouvoir aussi vous apporter d'autres outils pour être à même d'amener et d'animer d'autres formats. Merci. Alors, j'ai découvert que dans ma question sur les complémentarités codev coaching, il y avait des questions qui s'étaient glissées dans les commentaires. Donc, je réponds très rapidement aux questions subrogation pour repréciser que Madame Sassi de la CEPAM de l'Artois. Donc là, on parlait de la facilitation initiation. Est-ce qu'elle est dispensée en intra? Oui, et c'est le cas pour l'ensemble des formations présentées, là, que ce soit facilitation, initiation, perfectionnement ou le co-développement. Bien entendu, ça se prête à de l'intra. Euh, est-ce que quand vous dites est-ce que c'est pris en charge hors budget caisse? Alors, c'est pas hors budget de caisse, mais vous savez que chaque organisme de sécurité sociale cotise sur sa masse salariale pour l'OPCO Uniformation, et du fait des fonds disponibles, oui, là, donc ce sera en fait gratuit pour la caisse, même si ça a coûté via la cotisation sur la masse salariale. Mais là, effectivement, le N3S ne vous enverra pas de facture
pour la facilitation initiation. Et donc, si les taux sont à 70, 80%, voilà, on nous envoie uniquement une facture sur les 20% restants, le reste étant financé par le fameux OPCO Uniformation. Alors, on en vient au CODEV. Monsieur Manolis qui nous demande qui vous demande surtout quelles sont les limites et les angles morts que vous observez plutôt le plus souvent dans vos formations. Donc là, c'est plutôt quand il y a des choses qui ne se passent pas forcément très bien. Alors, on va passer la parole à Aurélie. Donc déjà sur le co-développement, quelles seraient un peu les difficultés que vous rencontrez ou les frustrations? Excellente question. Les difficultés ou les frustrations. Enfin, c'était limite et angle mort, hein. Je l'ai Ouais. reformulé de façon peut-être un peu plus forte, mais Alors, en fait, qu'est-ce que ne peut pas, je dirais plutôt, qu'est-ce que ne peut pas le co-développement finalement? Moi, ma question, c'était par exemple coaching versus co-développement, puisqu'on avait eu un webinaire il y a maintenant 2 ans, je crois, sur ces thématiques-là. Mais là, c'est un peu ça, est-ce que je m'inscris au codev, j'ai pas forcément des objectifs très clairs et ça ne peut pas atteindre. Par exemple, je veux gérer des conflits dans mon équipe. Je suis en situation de gestion de conflits. Il y a un contexte social compliqué, ça se passe pas bien. Je me dis, alors tiens, là, je vais le aller faire du codev, codev. Est-ce que le codev c'est peut être hyper intéressant dans ce cas précis. On a très souvent d'ailleurs des sujets qui vont être en lien avec des problématiques de relations interpersonnelles, de tensions, soit avec un collaborateur, soit avec les équipes. Et ça permet, alors en fait, la limite, c'est de ne pas chercher une solution miracle, parce qu'il n'y en a pas. Mais en tout cas, on va la plupart du temps repartir avec différentes options à mobiliser et très souvent des options auxquelles nous-mêmes, on n'a pas pensé. Parce qu'on a nos propres filtres et que là, c'est vraiment cette intelligence collective qui va permettre d'éclairer des choses sous un angle nouveau et permettre aux personnes de repartir avec des billes, quoi, concrètes. Donc, les limites, je dirais, c'est ça, c'est vraiment de se dire, bah oui, non, il n'y a pas de. Quand on vient au codev, et puis aussi la question de l'humilité. Ça demande un peu d'humilité de participer à un groupe de codev parce que potentiellement, ça peut aussi remettre en question certaines de nos actions ou des décisions qu'on s'apprêterait à prendre. Donc, ça pourrait peut-être être une limite où on a tout. Et, et puis je dirais, là, c'est plutôt ce que je vais dire orienté, enfin, c'est le résultat des retours qu'on peut avoir, c'est euh, que au bout de 3 jours, quand le cycle se termine, il y a une frustration que ça s'arrête là. Souvent, voilà, il y a même des groupes qui demandent à bénéficier d'une suite. Et de poursuivre cette aventure. Et il y a des groupes qui la poursuivent aussi de manière autonome. La relation de confiance est telle, l'alchimie hein, et l'efficacité du collectif fait que on a envie de poursuivre l'aventure dans le temps. Et donc, j'ai régulièrement des nouvelles de collectifs qui se réunissent entre eux et qui facilitent, d'où l'intérêt peut-être aussi d'être formé et aguerri. Voilà ce que je pourrais dire. très bien, merci. Et toujours une question en complément, alors là, beaucoup plus large finalement, c'est quelqu'un nous demande quelles compétences devront être prioritaires demain pour les animateurs. Donc les compétences dans un contexte de transformation rapide. Alors il mentionne évidemment les évolutions avec l'intelligence artificielle et les données, euh, le besoin de plus de transversalité, les changements en matière de transition écologique, de RSO. Et il se demande, voilà, euh, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Alors peut-être là, en dehors même strictement de ces formations, accompagnement, facilitation et co-développement. C'est une bonne question. Enfin, je ne sais pas si Aurélie souhaite y répondre, mais enfin, moi, ce que je vois et ce qu'on voit aussi
Nicomax, sur cette question, sur l'arrivée de l'IA et comme ça vient aussi changer nos façons de réfléchir, d'appréhender la résolution de problèmes, etc. Nous, enfin, le message qu'on porte en tout cas sur ces sujets, c'est de dire servez-vous de l'intelligence artificielle, mais en utilisant aussi la force de l'intelligence collective. Et ça passe aussi par justement réfléchir à des chartes sur l'intelligence artificielle, se mettre d'accord sur les façons dont on va l'utiliser en collectif, etc. Et donc finalement, voilà, ça reste vraiment des outils qui sont extrêmement intéressants justement dans des contextes de transformation rapide, de changement, etc. Pour venir aussi réfléchir ensemble, trouver des solutions qui parlent à tous sur des nouveaux usages, ces nouvelles façons de travailler et faire en sorte aussi que chacun puisse s'emparer de ces sujets. Est-ce que moi, ça m'amène à une question plus IA plutôt, mais est-ce que vous intégrez certains outils, on va dire d'intelligence artificielle au sens large, hein, plutôt de, est-ce qu'il y a des solutions informatiques des outils informatiques que vous utilisez dans le cadre, alors je dirais plutôt de la facilitation, je pense, plus que dans le Bah, codage. sur ce sujet-là, non, pas forcément. Enfin, aujourd'hui, enfin, quoique. Parce qu'on J'ai parlait envie du de dire. post-it, Ouais, c'est à un ça, moment on donné, vous parlait du parliez du post-it, du post-it. numérique. Enfin, je pense Mhm. qu'il y a, enfin, le numérique, en tout cas, nous a permis, via des outils comme Miro, comme Kahoot, etc., de faire aussi l'intelligence collective en ligne. Là où ça peut être utile, en tout cas, pour un facilitateur. D'utiliser l'intelligence artificielle, ça peut être pour vous donner des idées de process, des idées d'inclusion un petit peu innovantes, de choses aussi à tester avec les participants. Et c'est là où ça peut être aussi voilà, une mine d'or, toujours à venir challenger bien sûr avec sa propre pensée critique, évidemment. Mais je trouve que là-dessus, ça ouvre aussi sur plein de mines d'idées qui peuvent être assez intéressantes. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je le vois plutôt en amont dans ce côté un petit peu comment est-ce que je vais structurer un atelier, etc. Où là, ça peut être une aide aussi, que dans l'atelier en lui-même où finalement, voilà, on est vraiment là aussi pour prendre les gens là où ils sont et où du coup, on va pas forcément utiliser l'IA voilà, dans la façon dont on va utiliser les cerveaux, quoi. On est déjà sur les cerveaux disponibles. Mais après, tout évolue assez vite, hein. Très bien. Et je ne vois pas d'autres questions. Alors, il y a une réaction sur le codev et la gestion de conflits. Merci pour votre commentaire. Et je voulais, avant de terminer, peut-être faire un rapide tour de table. Béatrice, les chefs de projet formation, vous auriez des questions en complément à apporter? Non, rien de particulier, parce qu'on avait déjà bien évoqué le sujet. Bien évoqué, très bien. Mm. Voilà, je vous laisse les personnes sur la fin. Moi, j'avais une dernière question plutôt sur les formats, parce que je ne sais plus, est-ce que que ce soit le codev ou la facilitation, est-ce que c'est accessible en distanciel aussi, ou est-ce qu'on a fait le choix du présentiel uniquement? On a fait le choix du présentiel sur la facilitation, hein, prioritairement. Et pour le codev? Sur le codev présentiel et distanciel. D'accord. Les deux Et donc modalités peut-être, sont possibles. d'accord. Et dernière question, enfin, du codev en distanciel, Aurélie, c'est très fonctionnel, enfin, voilà. Oui, en fait, ça dépend de la spécificité de chaque groupe. Il y a des groupes qui adhèrent complètement à la modalité distancielle, parce que c'est pratique, ça se met dans l'agenda, c'est court, voilà, et c'est efficace. Et puis d'autres groupes qui préfèrent se retrouver dans une salle, voilà, vivre des émotions avec les odeurs, les bruits, aller déjeuner ensemble, voilà. Donc, et on s'adapte aux besoins et aux spécificités de chaque groupe. Très bien. Eh ben, ce sera le beau mot de la fin, les émotions. Euh, je vous remercie. Je remercie ben, Nabia, Béatrice pour la préparation avec nos deux consultantes de ce webinaire. Vous tous pour votre participation active derrière votre écran. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous aurez le replay, vous aurez les évaluations là qui vont arriver très vite, très vite. À bientôt, soit le N3S en présentiel ou en distanciel. Prochain webinaire nous concernant, ça va arriver très vite. On fait le tour des cas d'usage IA et des liens IA et formation à travers, on a quand même pas mal de nouveautés côté Event3S à vous présenter. C'est en février. Voilà. Mais le meilleur moyen de suivre toutes nos actualités, c'est de s'abonner à notre newsletter. Donc, on vous la remettra aussi
replay du webinaire, comme ça vous ne loupez rien. Merci beaucoup et bonne fin de journée, bon week-end. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.